Que s'est-il passé avec l'opération américaine, l'opération des États-Unis en Iran, qui était censée se dérouler? Eh bien, il parlait de deux autres provinces en Iran, le Khuzestan et le Kermanshah. Puis nous avons vu que l'opération avait en réalité eu lieu dans la partie sud d'une autre province, Ispahan. Nous avons constaté la destruction d'avions ainsi que de chasseurs, d'hélicoptères Black Hawk, de Little Bird et de divers autres équipements militaires détruits sur place. Mais l'opération, telle que Donald Trump l'a décrite hier, a été couronnée de succès. Quelle est votre opinion? Que pensez-vous de ce qui s'est passé en Iran? Eh bien, plusieurs points du côté de Moscou, si vous voulez, un peu plus éloignés certes, mais toujours très importants. Je pense qu'il est essentiel que notre public ne se laisse pas hypnotiser par le jargon militaire, par les listes de noms ou de noms de code des avions américains, sans parler des noms de code utilisés, comme Dude 44 Alpha et Dude 44 Beta, ceux que le général Kane a mentionnés lors de la conférence de presse d'hier. Ce qui s'est passé à Ispahan doit être compris aux États-Unis comme un problème politique très très sérieux pour le président Trump. Et si vous considérez ce qui se passe comme la preuve de son problème politique, alors revenez à sa conférence de presse et regardez ce qu'il a dit avoir fait samedi soir et dimanche. Ce que l'on obtient, c'est un aperçu très intéressant, je pense, de la peur de Trump, de ce qui se passait politiquement pour lui. Et c'était peut-être la première fois de sa présidence, que ce soit lors du premier mandat ou maintenant, qu'il pensait que cette opération allait être une réussite. Gardez à l'esprit que le calendrier montre qu'il n'avait aucune réunion officielle le samedi ou le dimanche. Il est resté à Washington. Il n'est pas allé à Miami. J'ai fait une analyse sur Dances with Bears. Donc les gens peuvent voir où il se trouvait lorsqu'il tweetait et où il n'y a aucune trace de sa localisation. Je pense que nous pouvons désormais dire qu'il était dans la salle de crise, observant la situation de très près. Il révèle qu'il regardait une grande partie de ce qu'il appelle l'action samedi soir et dimanche. Il devait comprendre qu'il s'agissait des pertes catastrophiques des deux avions de transport C-130 et de la destruction d'au moins 2, peut-être 3, voire davantage hélicoptères, sans parler de la perte d'un autre appareil, l'A-10, je crois, qui assurait le soutien. Alors imaginez-vous, pour notre public, imaginez que vous êtes dans la salle de crise et que vous pensez être le commandant en chef de la plus grande machine militaire de l'histoire du monde. C'est son expression. Et soudain, vous voyez la possibilité de ce qui a été une opération à deux volets. Voilà toute l'importance des documents du commandant Amanda Ryder. Elle les a laissés derrière elle. Non seulement sa pièce d'identité et son visa israélien, nous y reviendrons dans un instant, mais aussi un dossier de documents opérationnels. On le voit dans la vidéo. Il y a des cartes, des ordres, des codes. Les voilà. Ce sont des informations opérationnelles top secrètes. Nom, destination, ordre. Toute l'histoire de cette opération. D'une manière ou d'une autre, le commandant Ryder les a oubliés. Et maintenant, dans le dernier Dance with Bears, pour ceux qui veulent, elle a une carte American Express platine. Intéressant. American Express card. That's interesting. I hadn't spotted that before. Not your regular American. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. Ce n'est pas une carte American Express ordinaire, mais une carte platine. Bon, en tant que major, tu gagnes environ 110 000 $ par an. Ce que nous devons examiner ici, c'est ce que les preuves qu'elle a laissées révèlent sur la nature de l'opération. Ensuite, nous retournons dans la salle de crise et nous nous plaçons à la table où Trump comprend deux choses. Premièrement, il y a une opération visant à attaquer les installations nucléaires dans et autour d'Ispahan, s'emparer du matériel nucléaire, tuer tout le monde sur place,
puis détruire l'intérieur des entrepôts ou des bunkers qu'ils rencontrent. Cette opération, si elle a été conçue, et c'est dans ces documents, dans ce dossier que tu viens de voir, a totalement échoué. Deuxièmement, ils essaient de secourir l'autre membre de l'équipage, celui que Trump décrit longuement comme ayant du pouvoir. Il a traîné sa jambe blessée, escaladé des falaises jusqu'à une grotte sur le flanc d'une montagne, et ainsi de suite. Trump raconte ce qu'il voyait à la télévision. Il pensait assister à une grande émission d'aventure, et il en parle comme tel. Le problème, c'est que soudain, avec les preuves de Ryder, on se retrouve face à la possibilité qui s'impose à tout le monde dans la pièce, surtout à Trump, qu'ils sont confrontés à un échec catastrophique de mission de sauvetage d'otages, digne de Jimmy Carter. 2 avions, de gros transports et plusieurs hélicoptères détruits. C'est encore plus que ce que Carter avait perdu en mai 1980. Maintenant, Trump s'en souvient, et tout le monde en politique américaine s'en souvient. Carter et Brzezinski pensaient se donner un avantage politique considérable en cette année électorale. De mai à novembre, s'ils avaient réussi à mener à bien une opération militaire de sauvetage des otages de l'ambassade des États-Unis. Mais au lieu de cela, ils ont complètement échoué. La mission, vous pouvez la chercher sur Wikipédia, les amis. Je ne vais pas ennuyer tout le monde en la racontant à nouveau, mais le risque politique pour Trump était énorme. Il ne pouvait pas faire face à la possibilité qu'un autre échec de ce genre se produise, surtout quand on regarde les sondages. Si vous regardez les sondages actuels pour Trump, vous voyez une augmentation constante du taux de désapprobation. Ça monte comme ça. Plus de désapprobation, l'approbation diminue, mais lentement, avec environ 16% à 20% d'indécis. S'il y avait eu une catastrophe de ce genre, cela aurait été préjudiciable. On aurait soudainement vu tous les indécis rejoindre le camp de la désapprobation. Et au lieu d'être à 54%, Donc Trump est, oui, ça s'appelait, désolé de t'interrompre, John, ça s'appelait l'opération Eagle Claw. C'est exact. De grands noms d'oiseaux. Fureur épique, griffe d'aigle. Ils n'appellent jamais les opérations « Opération Moineau ». Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais la politique, et c'est ce que je veux souligner, ramène la question du risque militaire à celle de la politique. Gardez simplement à l'esprit une autre chose que Trump a admise lors de la conférence de presse. On lui a demandé « Quelqu'un s'est-il opposé à vos opérations contre l'Iran ?» Et il admet que oui, il y a eu une opposition militaire. Il dit, Trump le dit lors de la conférence de presse, qu'il y a eu des objections militaires, des gens dans l'armée s'opposant à la mission de sauvetage. Ce qu'il veut vraiment dire, c'est qu'il y a eu des objections militaires à l'attaque, à la mission, à l'opération visant à s'emparer du matériel nucléaire. C'était une opération que l'armée jugeait trop risquée, trop potentiellement dangereuse, trop susceptible de conduire à une catastrophe semblable à celle de Carter. Et c'est ce qui s'est produit. Et c'est bien ce qui s'est produit. Sauf que, par chance pour Trump, ils ont récupéré le deuxième membre d'équipage. Ainsi, ce que nous voyons lors de la conférence de presse, c'est une démonstration que Trump donne sans le vouloir lorsqu'il exprime ses remerciements et répond aux questions des journalistes. Un signe clair d'une division importante au sein de la Maison-Blanche et de la peur de Trump face à une catastrophe majeure. Permettez-moi de le dire autrement, de résumer rapidement, puis de revenir à vos questions. Quand Trump a peur, quand il traverse un épisode de crainte de perdre, il devient être encore plus violent qu'il ne l'était auparavant. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la sortie du dimanche. D'abord, il célèbre la capture, 2 tweets, ou la récupération du membre d'équipage.
Puis il devient encore plus dur, plus agressif, utilisant à nouveau des grossièretés contre l'Iran, parlant de les bombarder jusqu'à les ramener à l'âge de pierre, au pluriel. Voilà, c'est là le gros mot. Vous trouverez d'autres grossièretés de Trump, de nouvelles, dans la conférence de presse, si vous cherchez bien. Sur le plan politique, ce que nous avons ici, c'est quelque chose que j'aimerais appeler la faction juive, favorable à l'escalade, et la faction chrétienne qui y est opposée. Qui sont-ils? Trump remercie Witkoff et Kushner. Pourquoi sont-ils impliqués dans une opération militaire? Why are they involved in a military operation? Why were they in the room? Trump wants them in the room. Pourquoi étaient-ils dans la pièce? Trump veut qu'ils soient dans la pièce. Il compte sur eux. Il compte sur Hegseth et Kane, les deux types militaires. Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, pour exécuter les ordres. Mais nous savons déjà que le chef d'état-major de l'armée a été contraint de démissionner. Nous savons, d'après Trump, qu'il existe une opposition militaire à son aventurisme. Ils ne veulent pas perdre des hommes. Ils ne veulent pas d'une catastrophe militaire. Trump ne les écoute pas. Il écoute Trump. Witkoff, Kushner et Netanyahou, ils veulent anéantir. Ils veulent un génocide contre l'Iran. Ils ont voulu, si nécessaire, des armes nucléaires tactiques. Trump pense, et l'armée américaine s'y oppose pour de nombreuses raisons valables, qu'il peut mener des opérations brillantes sans recourir aux armes nucléaires. Il a donc convaincu les Israéliens de le rejoindre dans cette opération à Ispahan. Les documents de Reuters montrent qu'elle a reçu l'ordre de se rendre en Israël le 20 mars. C'est à cette date que commence la validité de son visa d'entrée. Elle doit y rester jusqu'au 20 juin 2026, 3 mois. La planification de son voyage a commencé au moins un mois plus tôt. Nous savons donc maintenant, rétrospectivement, à partir de ce petit nombre d'éléments, et la partie iranienne en possède bien davantage, que Trump et Netanyahou planifiaient cette opération avant le début de la guerre, le 28 février. Il y a beaucoup à apprendre de l'issue catastrophique de ces 2 avions à voilure fixe et des 3 hélicoptères qui ont brûlé au sol. Politiquement, à mon avis, notre public doit se mettre dans la situation et comprendre que lorsque vous êtes le président des États-Unis, vous faites face non seulement à une défaite sur le terrain, mais aussi à une humiliation, une perte politique comparable à celle de Carter. Et pour Trump, cela aura une signification personnelle. S'il perd le contrôle du Congrès en novembre, il risque de faire face à une coalition visant à le destituer. Il sait qu'une destitution mènerait à des poursuites contre lui, sa famille, ses fils, tout son entourage. Donc, il sait ce que c'est. Il vient tout juste d'en sortir après de nombreuses années, n'est-ce pas? Les enjeux sont donc personnels pour Trump. Samedi soir, dimanche, personnel. Par conséquent, il se projette lui-même et il le dit. On peut le voir dans les mots qu'il emploie lors de la conférence de presse. Il projette son propre destin dans le film qu'il regarde de ses opérations. Je pense donc que ce que nous devons faire, c'est attendre, en apprendre davantage et comprendre que la perte apparente de maîtrise de soi de Trump, sa difficulté à gérer sa colère, son intensification croissante des menaces, tout cela est lié à sa peur du samedi soir, du dimanche, et à sa détermination à écraser absolument la source de cette peur en Iran. Maintenant, aujourd'hui, à 20h ce soir. Voici ce que Lindsey Graham a dit à propos de ce soir à 20h, John. Demain soir à la même heure, nous aurons l'un de ces 2 scénarios. Soit une capitulation de leur volonté de semer la terreur dans le monde par la diplomatie, soit une attaque militaire massive qui détruira à jamais la capacité de ce régime à faire la guerre. C'est ainsi que Lindsey Graham comprend la situation.
Mais ce que nous venons d'apprendre du président iranien, qui a tweeté il y a quelques instants, c'est que plus de 14 millions d'Iraniens fiers ont déclaré être prêts à sacrifier leur vie pour défendre l'Iran. Et il en fait partie. Il a inscrit son propre nom. Pour beaucoup de personnes qui parlent de la guerre en Iran, tout se joue maintenant. Il s'agit de l'avenir, de l'histoire, de ce qu'est l'Iran aujourd'hui, de ce que l'Iran représente aujourd'hui. Il s'agit de tout. C'est pourquoi je ne vois personne en Iran reculer. And Lindsey Graham's just made it clear that Et Lindsey Graham vient de préciser que c'est la capitulation ou la destruction. Il a qualifié la capitulation de solution diplomatique, mais il s'agit bien de capitulation. Et le signe révélateur lors de la conférence de presse, le signe psychologique, psychopathologique que Trump mentionne, c'est qu'ils ont humilié les Iraniens avec leur mission de sauvetage. C'est l'inverse de la réalité. En fait, il a peur d'être humilié. Et sans trop de psychanalyse de Trump. Sa nièce, Mary Trump, a écrit tout un livre à ce sujet. J'ai du mal à le lire. Mais cela montre bien que cet homme est psychologiquement très dangereux en ce moment, et nous devons en être pleinement conscients. Ainsi, le camp iranien, comme vous venez de le décrire, tant le peuple que le gouvernement, doit comprendre que capitulation ou destruction reviennent au même. capitulation or destruction amounts to the same thing. Oui, John. En ce qui concerne la situation actuelle, nous savons que Donald Trump coordonne d'une certaine manière. À mon avis, il se met lui-même dans un piège en envoyant ce genre d'ultimatum aux Iraniens. Cela ne va pas l'aider s'il veut vraiment résoudre le problème. C'est ce que nous avons appris du côté iranien hier. Ils ont répondu à Donald Trump et à son administration par une lettre transmise par le gouvernement pakistanais. Et ils ont parlé de tout. Je pense que c'est l'objectif principal de l'Iran. Peu importe si Donald Trump décide d'attaquer l'Iran ou de poursuivre cette guerre, l'Iran est prêt, d'après ce que j'ai appris et ce que nous avons vu jusqu'à présent. Mais si Donald Trump est sérieux, il doit réfléchir sérieusement au point que l'Iran a envoyé aux États-Unis par l'intermédiaire du gouvernement pakistanais. Eh bien, nous pouvons passer en revue tout cela. La réponse comportait 10 points. Nous avons parlé la semaine dernière et celle d'avant, appelons cela l'évolution de la position iranienne, depuis les 5 points de Mojtaba Khamenei jusqu'à la déclaration de l'ambassadeur Jalali à Moscou, qui se résume à 4 points. Et maintenant, nous en revenons à 10 points, parce que les Américains leur en ont lancé 15. En gros, j'emploie le mot « évolution ». La position iranienne a été très cohérente. Elle n'a pas changé. Mais les 10 points présentent certains, disons, angles intéressants qu'un camp américain rationnel pourrait envisager. La chose la plus intéressante, rappelons-le à tout le monde, est que la déclaration de Mojtaba Khamenei et de l'ambassadeur Jalali en Russie portait sur les réparations, le retrait des bases américaines et une solution permanente afin qu'il ne s'agisse pas simplement d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'il ne soit pas possible pour l'Iran d'être à nouveau exposé à une nouvelle série de plans israélo-américains d'attaque. Elle incluait également la préservation du contrôle du détroit d'Ormuz, la levée des sanctions, l'absence de limites sur la capacité de missiles et la disposition à accepter l'enrichissement nucléaire à des fins civiles et non militaires. Voilà quels étaient les principaux points auparavant. La nouvelle réponse en 10 points venue d'Islamabad ajoute quelques questions intéressantes. Au départ, une fin permanente de la guerre, la levée des sanctions et la fin du conflit régional, dans lequel l'Iran relie les conflits à Gaza et au Liban à cette négociation. Des garanties contre de futures attaques, nous venons d'en parler, et vous aussi. Des réparations pour la reconstruction, un protocole pour le détroit d'Ormuz et une proposition de frais de transit. Les complications ici,
Je les ai calculés dans un tweet ce matin. Si l'Iran met en place un système de péage, ce qui est la proposition, il y a environ 120 transits de navires par jour. Je vais simplement donner l'arithmétique pour que les gens comprennent les montants, car c'est ainsi que les réparations pourraient être payées. Il y a environ 120 transits moyens de navires chaque jour, dont la moitié sont des pétroliers et des transporteurs de gaz, et l'autre moitié des vraquiers et des porte-conteneurs. Le commerce des conteneurs. 50 000 par an, à peu près. Un péage de 2 millions de dollars par navire. Cela fait environ 100 milliards. Maintenant, supposons que l'Iran s'accorde un passe-droit, lève les sanctions et accorde à des États amis et plus pauvres des réductions importantes sur leur cargaison. Disons, en gros, une remise de 50 milliards de dollars. Ensuite, on retire encore 50%, car l'Iran promet de partager le péage du détroit avec Oman, et on arrive à environ 25 milliards pour l'Iran, somme qui, selon le plan en 10 points, est destinée à la restauration et à la réparation des dommages de guerre. Rien d'autre. Voilà donc une proposition. Elle repose sur des calculs, sur des chiffres. Des personnes intelligentes et raisonnables pourraient la négocier. Quand on a demandé à Trump ce qu'il en pensait hier, vous savez ce qu'il a répondu? Il n'a rien dit. Aux vainqueurs reviennent les dépouilles. Je prendrai les péages, a-t-il déclaré. Pourquoi devrait-il les avoir? À présent, la mentalité de cet homme est entièrement dominée par Kushner, Witkoff et l'autre membre juif de son cercle, Stephen Miller. La violence engendre la victoire, engendre le butin, engendre ce qui nous appartient. C'est leur credo. On ne voit aucun signe du soi-disant conseiller à la sécurité nationale, Marco Rubio, ni dans la salle de crise, ni lors de la conférence de presse. Il a disparu. On ne voit que les deux militaires dociles. Et nous avons l'opposition. L'opposition fondée sur les sondages, c'est Fabrizio à la Maison-Blanche, sur les questions juridiques, les crimes de guerre, l'immunité future et les risques militaires. On ne voit tout simplement aucun effort du côté américain pour mettre en place des négociations diplomatiques. Il n'y a personne. Vraiment personne. Witkoff et Kushner ne sont pas des négociateurs diplomatiques. Ils ne négocieront pas du tout. Alors, que reste-t-il? Réponse. So what's left? Answer. Iran is having its effect by the capacity. L'Iran exerce son influence grâce à sa capacité à riposter avec plus de violence que ne s'y attendent les États-Unis et à infliger plus de dégâts que les États-Unis et leurs alliés, y compris Israël, ne peuvent en supporter. Les États-Unis peuvent en tolérer une partie. Israël, non. Le Koweït, non plus. Bahreïn, non plus. L'Arabie saoudite, et ainsi de suite. Ainsi, ce n'est qu'en répondant, coup pour coup, par une violence symétrique et asymétrique, que l'Iran peut convaincre le non-négociateur qu'est Trump, ainsi que sa faction, que le risque, celui dont la faction chrétienne, le Pentagone et les généraux le mettent en garde, ne vaut pas la peine d'être couru. Est-ce que cela répond à la question? Pour autant que je puisse en juger, il n'y a pas de négociation. Il y a un échange de documents. Et tant que Trump n'aura pas épuisé sa peur et qu'on ne l'aura pas persuadé qu'il a gagné, nous assisterons à une escalade continue. Je ne vois pas d'alternative à cela, quelle que soit la pertinence éventuelle du système de péage du détroit d'Ormuz.